Un seul créateur, 1000 heures de travail, zéro studio hollywoodien, et pourtant, un impressionnant film de style fantasy de 54 minutes, créé entièrement avec des outils d'intelligence artificielle. Son travail, comme celui d'autres créateurs, annonce une vraie révolution dans la façon de produire des films. Dans cet épisode, on va parler de défis de réalisation, on parle des outils de production et des coûts de production et plusieurs autres sujets. On rencontre aujourd'hui le gars derrière Edgy Eye Productions, le gars derrière le film Cambria, Guardian of the Last Light. C'est un film qui compte déjà plusieurs dizaines de milliers de vues sur YouTube. We all think we have time. Time to grow up. Time to find our place. But the universe, it doesn't wait for us to be ready. What do you want from me? Through forgotten realms, she will search for a power that was never meant for human hands. Not even sure she can stand a chance. No mortal has ever tried. To save the world, she must chain the legends of the past. Salut Pierre-Luc. Salut, salut. Salut. Hey, content d'être là pour discuter avec toi aujourd'hui, vraiment. Super. Ça va être une bonne discussion, je pense. Je pense bien, ça fait déjà un moment qu'on en parle. Euh, Moi, je te propose de sauter tout de suite dans le vif du sujet, parler de Cambria. Oui, Euh, parfait. Est-ce qu'il y a l'impulsion de départ, c'est quand même toute une réalisation, donc un film fait avec l'IA, une certaine durée, une grosse densité de travail, mais au départ, est-ce qu'il y a une impulsion, une idée derrière la création de ce film-là? Ben, en fait, c'était un remake d'un film que j'avais déjà fait. Moi, j'ai comme un parcours un peu, très peu standard, on dirait, dans le milieu de la création de films. J'ai commencé à faire des films avec les jeux vidéo. Donc, en faisant ce qu'on appelle des machinima, qui est en enregistrant nos séquences de jeux vidéo pour monter une histoire et tout ça. Et j'avais fait une histoire dans le temps avec le jeu Skyrim et plusieurs modes il y a une dizaine d'années. Et c'était un de mes premiers attempts à faire un film, euh, un de mes premiers essais. Puis là, avec les outils d'intelligence artificielle, j'ai décidé de reprendre un peu cette idée-là de base que j'avais eue dans ce temps-là et de la magnifier, puis d'avoir vraiment des beaux visuels et de voir jusqu'où on pouvait pousser ces outils-là. Là, on voit le résultat donc on voit le résultat final de beaucoup de travail. Toi, tu as calculé à peu près quoi, 1000 heures de travail pour produire Cambria. À quoi ça ressemble? Comment ça se distribue ce temps de travail-là, comme ces 1000 heures de travail? Ben, au début, il y a un peu de recherche. Il faut pas que tu aies obligatoirement l'histoire au complet au début. Il faut que tu saches un peu, par contre, l'idée globale de ce que tu veux. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les trames narratives complètes, mais il faut que tu aies un peu l'idée, OK, milieu, début, fin, un peu l'idée des personnages que tu as. Donc, au début, c'est vraiment de trouver les personnages qu'il va y avoir dans ton film, de trouver un peu les connexions, l'idée générale qui va porter l'idée jusqu'à la fin du film. Euh, c'est un peu ça qu'il y a à faire au début. Ensuite, il faut que tu fasses je dirais la production de tes personnages. Mhm. Tu peux les faire à l'écrit au début. Tu peux aussi utiliser des outils comme justement ChatGPT pour t'aider un peu à t'enligner. Ouais. Mais j'ai remarqué, tu sais, au début, comme tout le monde, quand c'est sorti ces outils-là, il y a bien des gens qui ont essayé de dire OK, ChatGPT ou Gemini, écris-moi une histoire. Puis souvent, ça fait vraiment pas de sens. Ces outils-là sont plus performants si tu as déjà ton idée de base, puis tu leur demandes de la raffiner pour toi un peu. Ou juste de t'apporter un peu plus d'eau au moulin ou t'aider à progresser dans ton idée. OK. Donc ça, c'est important au début pour créer la base de ton histoire.
Ensuite, il y a le développement des personnages au niveau visuel. Il faut que tu te fasses des feuilles de référence, avoir des références de chacun de tes personnages de plusieurs angles différents Moi, et je te savoir, là, propose. oui, Oui, moi je te propose, on va rentrer, on va avoir un petit tech talk un petit peu plus loin là, dans ouais, la ouais, ouais. discussion. Fait qu'on va vraiment rentrer Ok, ben je dans les rentrerai pas en détails des détail. outils. Ah, mais continue. Fait que là, tu as écrit, il y a l'idée, il y a la préparation. Donc, il y a l'idée derrière la création du scénario. Il Oui. y a la création des personnages. Puis, les autres heures, là, on parlait de 1000 heures Ben, environ. on pourrait aussi parler de, bon, savoir quel genre de location, d'environnement tu veux avoir, les produire aussi de cette façon-là avec des images. Ensuite, avoir les dialogues entre les personnages, avoir la narration, écrire les narrations. Ensuite, il y a toutes les heures de montage parce que dans un film, c'est bien important pour le rythme d'avoir un montage assez dynamique ou en tout cas qui convient au type de film que tu veux faire. Donc le montage est une grosse partie de ça aussi. L'écoute aussi de ce qu'on est en train de faire. Quand tu montres quelque chose, c'est important de l'écouter. Mais ça paraît drôle, mais il y a beaucoup de gens que je vois qui sont pas habitués de faire des films, qui vont monter quelque chose en vraiment peu de temps parce que justement aujourd'hui c'est facile de faire quelque chose rapidement avec l'intelligence artificielle, mais les gens prennent pas le temps de réécouter ce qu'ils ont fait et il y a des fois 2-3 secondes de latence dans plein de séquences, puis là on se rend compte que dans un film de 15 minutes, on perd le film ou même au bout de, je sais pas, 5-6 minutes, on perd le fil juste parce qu'on n'est pas concentré et qu'on est distrait juste par ces bouts de latence-là. Donc, le montage d'un film, c'est vraiment, vraiment important. C'est un peu tout ça qui prend toutes ces heures-là, surtout pour un film de presque 1 heure. C'est quand même beaucoup de séquences à monter. Qu'est-ce qui demande le plus de temps? Qu'est-ce qui a été le plus long à faire? Je dirais le montage, aussi certaines scènes d'action, parce que on va le voir aussi un peu tantôt dans nos discussions un peu plus techniques, mais à l'époque, comme si ça faisait 8 ans que j'avais fait le film, mais je l'ai fait l'année passée, dans le fond. Je l'ai sorti au mois de janvier cette année, mais ça va tellement vite dans ce milieu-là que c'est presque comme si ça faisait 5 ans. Mais au moment où je l'ai fait, les outils pour faire des scènes d'action ou un peu plus actives, dynamiques, c'était pas ça encore. Donc, j'ai dû faire beaucoup de rendus pour avoir un petit peu de résultats. Donc ça a été long. Des fois aussi, trouver les idées de comment enchaîner d'une scène à l'autre. Je savais un peu où je voulais m'en aller, mais de trouver exactement l'idée que je voulais avoir. Des fois, c'était du temps de réflexion, mettons, ou juste d'écrire, ou de penser, mettons, à comment je pourrais amener ça. Fait que ça fait partie aussi du temps que tu as passé quand tu fais un projet créatif comme ça. Il faut que tu penses beaucoup où tu veux amener et comment tu veux l'amener. OK. Puis, je trouve ça intéressant là, que tu emmènes l'idée de tu sais, prévoir du temps pour se réécouter, puis Oui. voir comment l'histoire évolue, puis est-ce qu'on accroche finalement notre public avec notre proposition de montage. J'ai envie de te demander, parce que tu sais, quand on fait une production je dirais pas une production hollywoodienne, mais quand on fait une production que ça soit en publicité, à un moment donné, on veut présenter notre travail avant de diffuser la version finale. Est-ce que l'as-tu présenté à des gens dans ton entourage, des genres de focus group, là, mais je comprends que tu n'es pas un studio de production non plus, là, mais... Mais je voulais pas le présenter à des gens dans mon entourage parce que les gens sont pas assez critiques quand c'est des gens que tu connais. Ah, Si c'est mauvais, ils vont dire oh, c'était correct, c'était bon. OK. Mais tu sais, souvent quand tu présentes ça à des gens qui t'aiment bien, ils vont avoir de la misère à te dire OK, c'est bon, c'est pas bon. Mais non, j'étais sur Discord dans des salons où c'est des gens qui font justement des films avec intelligence artificielle. Puis je leur demandais, genre, j'ai les 15-20 premières minutes de mon film. Ceux que ça leur intéresse de voir ce que ça donne, si ça vous intéresse, je vais le diffuser. Vous me donnerez votre avis. Donc, c'était des gens que je connaissais absolument pas. Certains aimaient ça, certains me disaient ah, là, tu vois, il manque un peu de rythme. Ah, ce bout-là, je suis pas tellement sûr. J'ai changé quand même quelques trucs par rapport aux commentaires que j'ai eus, donc ça a quand même du bon de faire ça. Je pense que c'est bon d'avoir un retour, mais surtout je pense que d'avoir un retour de gens qu'on connaît peu, c'est mieux.
Parce qu'ils vont avoir plus de facilité à te dire la vérité si c'est Ouais. bon ou pas. Ouais. Tu sais. Donc, toi, tu es connecté à un réseau. Finalement, il y a d'autres créateurs que tu côtoies là, virtuellement pour avoir. Fait que tu vois d'autres productions, tu présentes ton travail. Fait qu'il y a des échanges comme ça qui te permettent de raffiner ton produit, si on peut dire. Ou d'ailleurs, c'est une des choses aussi qui fait que des fois on est inspiré, on voit quelqu'un, un autre créateur qui fait quelque chose d'assez impressionnant, puis on se dit waouh, faut que j'essaie de faire quelque chose un peu dans ce style-là. Ou tu te demandes ah, comment il a fait ça. Des fois, dans ce milieu-là, comme c'est pas encore un gros milieu, puis justement, c'est des gens, des gens normaux qui sont pas des stars, qui font des trucs comme ça, c'est plus facile d'approche. Tu peux les rejoindre soit sur Discord ou directement en leur envoyant un message, tu sais, sur leurs médias sociaux. Puis souvent, ils vont répondre. Puis c'est des gens que j'ai remarqué qui sont assez intéressés à partager le savoir qu'ils ont de comment utiliser ces outils-là pour atteindre un certain résultat. OK. Là, je m'en vais vers la grosse question. Quand Oui. on génère des images, donc on est dans un outil d'IA, puis on prompt, puis on génère des images, on a toutes sortes d'images qui nous reviennent. Et Oui. je présume qu'une partie de ton travail, c'est d'essayer d'arriver au meilleur résultat possible, de prendre ton idée, puis de générer des prompts, de composer des prompts qui vont te retourner ce que tu as en tête. Mais il y a beaucoup d'essais-erreurs dans cette démarche-là. Est-ce que tu as un ratio de bons retours ou de bonnes images par rapport à toute la boîte ou à toute la crap que tu as pu générer? Oui, oui. Ben souvent, justement, puis c'est là qui est important déjà d'avoir une idée de ce que tu veux. Parce que ça serait facile de dire je prends le premier résultat. Mais c'est peut-être pas exactement ce que tu veux. Si tu n'as pas pensé d'avance ou si tu n'as pas une idée précise du type d'image que tu veux, tu vas dire ah, c'est une belle image, je vais la prendre. Mais des fois, ça ne correspond pas à ce que tu veux. Mais pour en revenir à ta question, il y a quand même un gros pourcentage qui est de rejet dans ce côté-là. Il serait des fois peut-être un 70% de rejet, puis tu gardes un 30%. Des fois, dans certains cas, c'est même plus élevé le taux de rejet que ça, là. OK. Mais ça s'en vient de mieux en mieux parce que les outils comprennent de mieux en mieux ce qu'on leur demande. Et les façons de prompter sont vraiment importantes. Des fois, on se rend compte, réessayer le même prompt plusieurs fois, souvent tu vas avoir des résultats décevants ou des résultats qui ne vont pas te satisfaire à chaque fois. Des fois, c'est bon d'essayer de restructurer son prompt ou de voir, OK, pourquoi il me fait tout le temps ça alors que je ne demande pas ça? De relire son prompt parce que souvent, je vois aussi beaucoup de créateurs qui vont utiliser un prompt directement généré par soit ChatGPT, Gemini ou Claude et ils vont pas repasser sur le prompt puis ils vont le prendre tel quel. Mais moi, j'aime mieux des fois écrire mes propres prompts dans un langage plus naturel. Des fois, peut-être un peu moins détaillé, mais euh, mieux structuré, des fois. Parce que des fois, avoir un prompt trop long, trop détaillé, va avoir l'effet contraire que d'avoir un prompt plus court. Et des fois c'est de voir la balance entre les deux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. C'est bon de faire de l'essai-erreur. Et souvent, quand tu as une structure de prompt qui fonctionne pour un certain outil, par exemple Midjourney ou Nano Banana, qui est le modèle de Google pour générer des images, souvent ce modèle-là de prompt, tu peux le réutiliser ensuite pour d'autres types d'images. Tu as trouvé comme le bon type de prompt qui va fonctionner Oui. pour amener tes idées. Oui. OK, fait qu'il y a comme un travail de moine un peu, là, parce que ce que tu me dis, c'est que sur une dizaine de prompts, il y en a trois à peu près que tu vas garder. Ou Ouais, en moyenne. c'est ça pour une séquence. Fait qu'il y a beaucoup plus, fait qu'il faut que tu sois sélectif, il faut que tu regardes tes images comme il faut, puis dire, OK, ça correspond. Est-ce que tu fais des compromis quand tu choisis une séquence, là, admettons une séquence de 7-8 secondes, une séquence de combat, est-ce que tu laisses passer des erreurs ou toi, ton Euh, approche, c'est de dire non, je veux que ça soit vraiment tel niveau de qualité, qu'il n'y ait pas de problème dans l'image ou tu sais, de l'interférence, là, du bruit ou des choses qui pourraient déranger à la compréhension de l'histoire? J'essaie d'en avoir le moins possible, puisque justement l'IA nous permet d'avoir
le plus de séquences qu'on peut à moindre coût. Là. C'est pas comme justement tourner sur un plateau où ça prend du temps, une grosse équipe et tout ça, où on peut pas se permettre d'avoir 300 images ou de filmer, mettons, je sais pas, une centaine de fois la même séquence. Là. Des fois, ils sont limités à un Dans le certain temps, nombre certainement. dans le temps, Ouais. puis tout ça. Mais avec l'intelligence artificielle, tout dépendant encore là de ton budget, parce qu'à chaque fois que tu fais une génération ou que tu génères une séquence ou des images, c'est toujours des crédits de plus. Donc, encore là, ça dépend de ton budget. Même si ça revient moins cher qu'une vraie production, à un moment donné, non plus, on n'a pas des budgets de millions de dollars comme les studios, donc il faut vraiment se restreindre. Mais j'essaie d'en avoir le moins possible. Mais aussi à l'époque, encore là à l'époque, mais où j'ai fait Cambria, les outils pour les séquences d'action justement étaient un peu plus clunky, si je peux dire. Donc, j'ai laissé passer quelques petits trucs que si j'avais l'opportunité de les refaire aujourd'hui avec les outils 6 mois plus tard qui sont maintenant présents, je les referais. Même, j'y pense souvent. Des fois, je me dis, est-ce que je le refais? Je refais un Director's Cut avec des nouvelles séquences d'action. Ouais. Mais c'est ça, faut laisser passer. Des fois, retravailler sur un projet trop longtemps, je pense que c'est pas bon, faut le laisser aller. Ouais. Si j'en fais un 2, ça sera mieux. Faudrait qu'il y ait un générique avec les outils utilisés puis qui raconte ou qui explique l'évolution ou le niveau d'évolution des outils à ce moment-là. Mais moi, je dois dire qu'il s'est passé quelque chose quand j'ai regardé Cambria. Oui, tu sais, au début, on voit que c'est un film, on voit que les images, tu sais, c'est pas un film d'animation de Pixar, mais dans l'univers de la fantasy, tu sais, en même temps, on peut s'en permettre beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de détails, beaucoup tu sais, il y a toutes sortes d'effets spéciaux. Là. Moi, j'invite tout le monde d'ailleurs à aller voir le film là, parce que tu as quand même mis le paquet sur tu sais, des ouragans tu sais, qui viennent comme aspirer le monde. Il y a une espèce de dragon là, qui porte un château sur son dos. Donc, tu sais, c'est vraiment tout un univers que tu dévoiles. Fait que s'il y a des fois un petit détail qui n'est pas parfait, honnêtement, ça passe très très bien. Puis on les oublie, on n'y fait plus attention, on l'a rendu à un certain moment. Et il y a aussi un truc que maintenant, en fait, j'apprends toujours, tu sais, quand tu fais de la création, peu importe si ça fait 10 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans, tu apprends toujours. Il y a toujours des trucs que tu dis, ah ouais, ok, c'est comme ça qu'ils font ça. Fait que des fois, il y a des rendus qui ont l'air un peu plus 3D. Ou animation 3D. Puis il y a certaines scènes qui ont l'air un peu plus photoréalistes. C'est comme un mix entre les deux. Ouais. Par contre, à cette époque-là, je faisais pas beaucoup de post-production. Fait que sur mon film, j'ai pas rajouté de film grain à la post-production. J'ai pas non plus rajouté ce qu'on appelle un LUT. Dans le fond, c'est une correction de couleur. Qu'on peut faire très facilement. Mais maintenant j'utilise ça un peu. Donc, dans mes prochaines productions, je vais avoir un peu plus de ça. Et ça donne un rendu plus naturel, même aux scènes qui ont l'air plus 3D. Quand tu rajoutes du grain, quand tu rajoutes une correction de couleur un peu style Kodak ou caméra professionnelle avec des logiciels comme DaVinci ou Photoshop ou plus Adobe Premiere, mettons. Ben, tu vas chercher un rendu qui se rapproche encore un peu plus de la réalité que du 3D. Ça corrige un petit peu l'aspect, je dirais, jeu vidéo de la scène dans ces cas-là. Des fois, tu l'as pas totalement, mais ça l'amène quand même, tu peux l'amener un peu plus du côté photoréaliste. Fait que ça, c'est un truc que quand j'ai produit Cambria, j'ai pas mis en place, mais que j'ai appris par la suite qu'il était possible de faire, puis maintenant, je vais utiliser ça. Oui, mais on comprend aussi que le montage, puis toute la post-production est super importante aussi pour aller donner un style, un ton, une couleur au film. Oui, ben c'est ça, c'est ça. Le montage, c'est une partie. Je pense que c'est la partie la plus importante. Le... Je t'emmène, je veux pas te choquer là, comme tel, mais est-ce qu'il y a des gens qui te disent, tu sais, tu travailles avec des outils d'IA, ton travail est généré automatiquement, tu n'es pas vraiment un créateur, tu es plus un genre de quelqu'un qui fait juste assembler des images. Est-ce que tu te fais des fois un peu questionner sur ton rôle vraiment de créateur avec cette méthode-là, puis ces techniques-là que tu utilises?
Oui, ben oui, puis en fait, tu sais, puis je le comprends totalement, en fait. Je comprends les gens qui sont pas directement impliqués avec ces outils-là, qui n'ont pas entrepris le fait de créer, que ce soit même un petit film de 3 4 minutes. euh, Quand tu n'as pas entrepris ça, puis tu sais pas exactement comment ces outils-là fonctionnent pour mettre ta créativité en œuvre, tu peux avoir cette vision-là. Puis c'est totalement légitime parce que, on va se le dire, c'est vrai que dans l'intelligence artificielle, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Mais ça n'enlève pas la créativité parce que l'idée, elle vient quand même de ta tête. Tu sais, le film, si quelqu'un d'autre avait fait la même chose, n'aurait pas eu le même résultat. C'est ça. Tu sais, aurait pas eu les mêmes environnements, aurait pas eu les mêmes personnages, le même dialogue. Fait que tout ce côté-là créatif de ce que tu as le goût de raconter, ça reste quand même que ça vient de la personne, ça vient de la créativité de la personne. Puis d'ailleurs, ça c'est une chose, juste avant notre entretien, j'écoutais une entrevue avec John Irwin, je sais pas si c'est qui, c'est un réalisateur Oui, oui, bien sûr. qui a travaillé, vient de finir une série pour Amazon Prime qui s'appelle House of David, qui est comme l'histoire de David et Goliath. Et lui, justement, il avait une vision pour sa série et il n'est pas gêné de dire qu'il a utilisé les outils d'intelligence artificielle parce que d'avoir la vision comme il l'avait quand il l'a pitché à Amazon, il ne voulait pas y accorder le budget. Ils ont dit non, c'est beaucoup trop coûteux de faire ta vision. On ne peut pas investir autant que ça. Fait que même les gros réalisateurs comme ça qui ont accès à des millions et des millions de dollars voient pareil le potentiel de ces outils-là de pouvoir pousser leur vision au maximum. Fait qu'on démocratise. Fait que finalement, Ouais, la part du créateur est considérable. D'un, on peut imaginer, on peut explorer plus rapidement, plus facilement. ouais. C'est un outil de prototypage vraiment intéressant. J'ai envie d'amener une autre notion quand même qui est importante parce qu'on parle de production cinéma. Il y a des comédiens, il y a des caméramans, des preneurs de son, des directeurs, assistants directeurs. Il y a beaucoup de personnel, c'est des grosses équipes pour produire des films. Disons qu'on parle plus spécifiquement du rôle des artistes, ben, l'IA menace les artistes. On a déjà vu des mouvements de contestation aux États-Unis. On en parle aussi ici. Fait que est-ce qu'on démocratise ou on menace? On démocratise la création, mais on menace les métiers en fait de création en même temps. Comment tu te Mais positionnes, toi, par rapport à cette question-là? moi, je pense qu'il va peut-être avoir quelques pertes d'emploi, effectivement, mais je pense pas que ça va être une totale destruction du média ou de ces emplois-là non plus. Je pense qu'il va continuer à avoir des vrais acteurs et un peu, justement, comme on mentionnait, John Irwin, sa série, il utilise des vrais acteurs, il utilise des vrais caméramans, il utilise des preneurs de son, mais il va faire certains plans de son film ou certains backgrounds de son film en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, c'est comme plus un mix entre les deux. Puis, tu sais, mettons, si on prend de ce côté-là, moi, personnellement, j'ai fait un film, mais j'aurais jamais eu le budget d'engager une équipe de toute façon. J'aurais jamais eu le budget d'avoir des caméramans, des sets de tournage et de pouvoir me permettre un film. Fait que j'ai pu faire un film. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est de vraiment démocratiser ça. Si tu as une idée et que tu as un peu d'expérience ou la création de film t'intéresse, tu vas pouvoir faire des essais un peu plus spectaculaires que ce que tu aurais pu faire avant. Mais ça n'empêche pas que si un jour tu as le goût de travailler avec des vrais acteurs, tu peux le faire aussi parce que tu peux intégrer des vrais acteurs avec l'intelligence artificielle. C'est pas un frein, c'est juste un nouveau média, un nouveau médium de travail, une nouvelle façon de travailler en fait. Là. Tu peux aussi prendre des vrais voice-over d'acteurs et les utiliser comme voix dans tes films. Tu- Si tu veux qu'il y ait encore plus d'émotions, parce qu'on va s'entendre, c'est encore dur d'avoir des rendus émotionnels vraiment, vraiment véritables et percutants, mettons, avec des outils d'intelligence artificielle. Autant de nuances. Il- Des fois, c'est des nuances, en fait, qui sont absentes. Oui, donc tu peux vraiment avoir un acteur filmé sur un green screen qui va acter
Un peu comme ils font, mettons, pour dans des jeux vidéo. Si y a un studio de motion capture, ils ont l'acteur complet qui fait son jeu d'acteur avec toutes les micro-expressions de son visage, ses micro-déplacements, ses micro-mouvements, mais il va être intégré dans un décor totalement fait par intelligence artificielle. Fait qu'au lieu de l'avoir créé par ordinateur dans un studio de 3D, mais tu vas l'avoir créé avec intelligence artificielle. Fait que là, encore là, sûr qu'on peut parler des pertes d'emploi du côté des studios d'animation 3D, mais je pense que ça va plus être un remix de tout ça. Ça va être plus une intégration au cinéma standard que complètement une abolition du cinéma standard. Ça va être super intéressant de voir comment ça va évoluer, effectivement. Là, j'ai envie de te ramener plus proche de la production de Cambria, vraiment proche du film. Il y a plusieurs personnages. Il y a Elias, il y a Freya, donc des personnages moi, que j'ai beaucoup aimés dans l'histoire. Et évidemment, il y a Cambria. Est-ce que, puis moi je l'ai réalisé parce que j'ai prompté avec des personnages que je décrivais, puis un des problèmes que je rencontrais, c'est un problème de consistance, c'est qu'à un moment donné, notre personnage change. Je fais une vidéo avec un personnage féminin, à peu près 35 ans. Des fois, j'ai l'impression que le personnage est plus vieux, plus âgé. Puis là, ça devient vraiment problématique pour garder le même personnage, puis qu'on le reconnaisse rapidement. Puis que ces changements-là ne viennent pas déranger aussi notre public, parce que c'est ça là, aussi qui est important. Comment tu fais, toi, pour stabiliser tes personnages puis assurer une consistance? Je sais que c'est un anglicisme, là, mais comment tu fais ça? Ben, en fait, dans Cambria, encore là, les outils n'étaient pas aussi perfectionnés qu'à notre époque. Non, mais ça, ouais. Mais non, mais il y a 6 mois, 1 an, parce que j'ai commencé en septembre l'année dernière à faire le film, ou septembre, puis je l'ai sorti au mois de janvier cette année. Fait que ça m'a pris comme environ 6 mois à le faire. Oui. Et juste pendant le processus de création, les outils ont évolué. Au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des character sheets, des feuilles de personnages, où c'est une image, tu essaies de l'avoir en plus haute résolution possible, et tu as ton personnage visible de plusieurs angles différents, de face, de côté, des fois trois quarts, de dos. Ouais, un peu comme ça, c'est ça, exactement. Plusieurs... exactement, parfait, c'est comme ça exactement. Et maintenant, les outils d'intelligence artificielle sont capables de reconnaître ces feuilles de personnages-là et de reproduire le personnage, peu importe l'angle où il va être dans la vidéo, même si le personnage se tourne, ça ne sera pas un personnage différent, parce qu'il va toujours avoir la référence du personnage sur un angle de 360 degrés. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, c'est beaucoup de retravailler des images justement qui je trouvais qui n'étaient pas à mon goût. Même, j'avais posté une première version du film et après une semaine, j'ai fait « Ah non, il y a beaucoup trop de scènes où le personnage ne se ressemble pas. » Fait que j'ai retravaillé dessus pendant une semaine pour changer environ une 50aine de petits clips durant le film, juste pour ramener le personnage un peu plus à sa ressemblance générale, où on la reconnaît plus facilement, parce qu'il y avait beaucoup de fois où elle n'avait pas la même armure, où elle avait ce qu'on appelle sa couronne était pas exactement pareil, ou de côté, de profil était pas pareil. Puis ça me tombait vraiment sur les nerfs. Donc j'ai retravaillé un peu sur le film pour ça. Donc à l'époque où je l'ai commencé le film, c'était un peu plus dur d'avoir cette consistance-là. Maintenant, c'est vraiment facile avec les nouveaux outils. C'est même assez rare qu'il y a beaucoup de détails de changement. Tu sais, tu vas avoir 99% du temps le même personnage maintenant. Là. Donc, si vous utilisez des outils comme Nano Banana ou même GPT Image, là, je sais que OpenAI a changé sa version de création d'images il n'y a pas tellement longtemps, là, il y a 1 ou 2 mois peut-être. Et la nouvelle version aussi travaille bien avec les feuilles de personnages, un peu comme la version de Google Nano Banana. C'est pas mal les deux
je dirais, les deux trucs de création d'images qui sont les plus impressionnants pour faire ce type de truc-là. Si on veut y aller dans le plus artistique, il y a Midjourney, mais il faut comme intégrer plusieurs outils aussi souvent pour arriver à notre vision, là. Parce que certains outils sont bons pour certaines choses. Il faut connaître un peu. OK. Oui, il faut connaître les outils. Ouais, un peu. On va les découvrir tantôt. Fait que là, les mains, c'était comme vraiment Ouais. un problème. Donc, des personnages à 4 doigts ou à 6 doigts. 6 doigts. Oups, je l'avais pas du bon côté. Fait que, tu sais, on a vu toutes sortes C'était comme une façon même de reconnaître, en fait, des séquences qui étaient produites par l'IA. Là. C'était comme le petit jeu d'essayer de trouver où l'erreur. Puis Ouais. on en trouvait, là, on a vu beaucoup d'exemples de vidéos et d'images aussi qui ont circulé sur les médias sociaux. Là, tu travailles depuis longtemps avec des outils d'IA. Est-ce que quand tu as créé Cambria, est-ce que tu as généré des images complètement loufoques, vraiment bizarres, ou vraiment pas utilisables en fait dans le processus? Quelques-unes, mais à l'époque où j'ai commencé à créer le film, c'était un petit peu moins répandu qu'au début. Il commençait déjà à s'améliorer justement côté des mains et des fois les bras qui twistaient un peu de manière étrange. Mais dans mes productions précédentes, par contre, je peux montrer quelques images en exemple. D'ailleurs, ce qui est quand même intéressant avec ma chaîne, c'est que j'ai vraiment parti presque au début de la création vidéo. Donc, on peut suivre comme l'évolution du média avec mes productions. Au début, c'était beaucoup plus étrange. Il y avait beaucoup plus d'artefacts, justement, visuels comme ça qui se produisaient. Ouais. Et au fil qu'on avance, ben, il y en a de moins en moins. Puis c'est ça, quand je suis arrivé avec Cambria, oui, il y avait des scènes qui n'étaient pas celles que je voulais, mais des trucs vraiment loufoques. Ça, c'était un peu moins. Ça arrivait un peu moins. C'est un peu moins présent. Ouais, ouais. Ouais. Mais ça fait combien de temps qu'on... Tu sais, on a l'impression que c'est tout nouveau, là, mais ça fait combien de temps, en le fond, qu'on peut générer de la vidéo avec des outils d'intelligence artificielle? Je pense que ça doit faire pas loin de 3 ans et demi, 4 ans. 3 ans et demi, ouais, 4 ans. Parce que j'ai commencé avec un modèle qui s'appelait Stable Diffusion, qui est un modèle qu'on downloadait sur notre machine, qui n'était pas un modèle payant en ligne. Et on pouvait faire des trucs qui ressemblaient un peu à du stop motion, frame par frame. Puis après ça, il y a Runway qui est arrivé, qui est une compagnie qui a lancé un des premiers modèles en ligne où on a pu vraiment avoir une plateforme en ligne pour générer des vidéos 24 images secondes et que ça ait l'air un peu plus de quelque chose de cinématographique, disons. Là. Avant, c'était vraiment plus étrange. Là. On avait l'impression que c'était comme des fractales. Ça ressemblait un peu plus à des fractales animés. Mais c'est ça. Runway sont arrivés avec leur plateforme qui avait des débuts. Ensuite, il y a eu Kling qui est arrivé un peu après ça. Qui est encore un des leaders présentement, là, Kling. J'aimerais ça que tu nous parles de ta méthode de travail parce que, bon, moi je suis un créateur de contenu aussi. Là, travailler avec l'IA, ça amène de nouvelles façons d'écrire, de produire des images, de faire le scénario-image. Puis j'aimerais ça connaître ton workflow. C'est quoi les grandes étapes, dans le fond, qui te permettent de créer un film puis d'arriver à un résultat comme le tien, comme Cambria? Okay, ben, pour commencer, toujours penser à ce qui va revenir souvent dans le film. Parce que moi, je commence tout le temps par les images. Tu sais, il y a plusieurs façons de travailler. Tu sais, si on veut générer une vidéo, on peut soit faire texte ou vidéo. Donc, on décrit et ensuite on a une vidéo, mais il y a beaucoup moins de contrôle. Parce que tu vas avoir un certain résultat et ensuite tu vas avoir de la consistance. Ça va être plus dur juste par le texte d'avoir le même personnage. Tu sais, si tu dis je veux un personnage féminin avec une robe rouge, des cheveux noirs, ben c'est dur de décrire tous les aspects de son faciès à chaque fois dans chaque prompt. Et même si tu le décris, tu n'auras pas toujours le même résultat exactement. C'est mieux de partir d'une image. Moi, c'est pour ça que je fais toujours image to vidéo. Je crée mes images en premier, puis ensuite,
je génère la vidéo à partir de l'image. Mais avant ça, il y a aussi le montage de l'image en soi. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que je veux créer mon environnement dans lequel je veux que ma scène se produise. Donc, je génère un environnement. Je génère tous mes environnements qu'il va y avoir pour mon film. Ensuite, je génère tous mes personnages que je vais avoir. Je génère les feuilles de personnages, justement, où on voit chaque personnage de plusieurs angles différents. Et ensuite, on peut aller même pousser plus loin. Si deux personnages vont être dans des scènes ensemble, si on va avoir toujours la même grandeur et le ratio grandeur entre les deux personnages pour pas que ça change trop, mais tu peux avoir une image aussi qui représente le ratio de grandeur et d'échelle entre les deux personnages. S'il y a des objets aussi qui reviennent souvent dans le film ou dans ta production, ben c'est bon d'avoir des images indépendamment des personnages de ces objets-là, donc des gros plans sur les objets. Donc, c'est tout ça à penser avant de commencer à produire ton film. Parce que... Puis quand tu veux dire, OK, ben deux choses, j'aimerais ça que tu me donnes des exemples de les personnages, je comprends bien. J'aimerais ça que tu me donnes un exemple pour des objets. Ben, dans le film, justement, Cambria, justement, à un moment donné, il y a un arc magique. Au début, elle trouve un tube enfoui dans le sable. Et ce tube-là est comme gravé. Et ensuite, ça se transforme en un arc de lumière. Et cet arc-là revient dans quelques scènes. Donc, je voulais qu'il soit toujours pareil. Ou à peu près toujours pareil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce tube-là qui était comme gravé avec des runes. Ensuite, j'ai créé une image de ce tube-là qui servait de poignée, mais avec l'effet magique qui créait l'arc au complet. Donc là, puis je l'avais de différents angles. Puis je l'avais aussi seulement en format tube sans l'effet magique. Puis avec l'effet magique. Donc, ce que ça m'a permis de faire, c'est de pouvoir, OK, elle a l'objet, elle peut le déclencher, ça devient l'arc magique. Si elle lâche, ça devient l'item qui est seulement comme un genre de tube runique. Donc, d'avoir fait ça sans avoir eu les images de ces objets-là, ça aurait été beaucoup plus dur et probablement que l'arc ne se serait jamais ressemblé de scène en scène. Donc, c'est important quand tu as des objets qui sont comme au cœur de ta production. C'est une tasse à café blanche, mais même là, même une tasse à café, si elle est dans plusieurs scènes puis elle est différente, ça peut, si elle est tout le temps différente, ça va attirer l'œil puis ça va déconcentrer le spectateur. Parce que je peux en revenir justement un petit peu à la production que j'ai fait justement sur ma nouvelle série que j'essaie de faire, Quantum Souls. Il y a une scène dans un bar et il y a un verre que la barmaid est en train de remplir. Et je l'ai changé plusieurs fois parce que au début, le verre changeait à peu près à toutes les scènes. C'était jamais le même verre. Ça devenait tellement distrayant que je me suis dit, je peux pas laisser ça comme ça. Donc, j'ai essayé de le changer. C'est vraiment important parce que des petits détails comme ça dans le montage d'un projet peuvent faire que la personne va complètement perdre le fil ou va être déconcentrée de l'histoire principale ou va perdre l'intérêt justement parce que il est attiré par des petits détails qui ont pas rapport là, un peu. Là. Ouais, je comprends. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de... Il faut vraiment penser, il faut vraiment avoir son histoire, penser à l'aspect réalisation, qu'est-ce qu'on va voir à l'écran, surtout qu'est-ce qui va être à l'avant-plan. Ouais. Et ça, même avant de... Tu parles de produire le film, mais on parle de prompter, dans le fond. Là. Pour toi, la production, c'est de prompter, d'écrire les requêtes. Ouais. Ben, aussi de créer les images. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a aussi le fait de... Une fois que tu as les images de tes personnages, tes environnements, ensuite, il faut que tu crées tes plans de caméra que tu veux. C'est là aussi qui est important, c'est de savoir, OK, je veux un dialogue champ contre champ, mais là, ça te prend une image dans le même environnement de chacun de tes personnages. Maintenant, il y a certains outils qui sont bons pour faire ce qu'on appelle du multi-shot, c'est-à-dire que dans la même séquence vidéo que tu vas générer, il va y avoir plusieurs plans. Fait que tu n'as pas besoin... ça va avoir l'air plus cinématographique. Tu sais, dans un film, c'est rare que il va y avoir beaucoup de séquences qui durent 15-20 secondes de long, à moins que ce soit un monologue ou il va souvent avoir des changements d'angle de caméra. C'est pas tant perceptible quand tu le regardes,
Ben, en fait, c'est perceptible, mais c'est pas quelque chose que les gens notent. C'est juste quelque chose qui donne du dynamisme au montage. Mais moi, quand j'ai fait Cambria, il fallait vraiment faire chaque. Si je faisais un plan de 3 secondes, il fallait que j'aie mon plan de 3 secondes déjà produit en image et que là, je fasse l'animation de ce plan-là, que là, j'aille mon prochain plan pour 3 secondes. Maintenant, ce qui est possible de faire avec certains outils comme Seedance, le nouveau Google Omni et même le nouveau Kling, la nouvelle version de Kling AI, ben, si dans ton clip de 15 secondes, il peut te faire 3, 4, 5 plans de caméra, même différents de la même scène, qui va donner un dynamisme. Mais moi, quand j'ai produit Cambria, il fallait que je fasse ces 5 plans-là indépendamment de chacun. Ouais. Séparément. Oui, ouais, je comprends. OK. Pierre-Luc, on continue dans le workflow. Oui. Scénario, génération des images, des personnages, toutes les images de référence, en fait. Oui. L'autre étape, Ben, l'autre étape pour le scénario. Moi, une chose que j'aime bien, justement, avec la création par intelligence artificielle, c'est bien que tu as ton idée générale, puis tu sais où tu veux que ça s'en aille. Tu n'es pas obligé de tout faire de manière. Quand tu fais un film, normalement, tu y vas pas de manière chronologique. Hein, si tu as 6 scènes qui se produisent au fil du film, qui se produisent dans un même lieu, tu vas toutes les tourner en même temps parce que tu veux pas revenir sur les lieux et relouer justement pour une deuxième fois. Donc tu peux pas monter un film de manière chronologique. Avec l'intelligence artificielle, tu peux monter ton film de manière chronologique. Fait que si tu arrives à un point, si mettons tu as tes 20 premières minutes, puis même si dans ton idée de base, tu disais, ouais, ok, là, il faudrait que je change où ce que ça s'en va un peu, ou que je change la manière d'amener telle ou telle autre scène que tu avais pensé, tu peux le faire. Tandis que si tu as déjà tourné plein de scènes dans un film traditionnel, tu peux pas dire, ok, ben là, il faut que je me débarrasse de, je sais pas, 5 jours, mettons, de tournage, parce que je veux plus faire ça, ou j'ai une autre idée. Avec l'intelligence artificielle, ça te permet de faire ça parce que t'es comme pas barré avec le fait d'avoir tourné des scènes sur une location, d'avoir des acteurs en cause ou des trucs comme ça. Fait que quand tu fais complètement avec intelligence artificielle, tu peux faire ça, d'y aller, ok, je suis rendu là dans mon film, ok, là j'ai changé d'idée, je peux continuer comme ça de manière chronologique. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup pour pouvoir. une espèce de spontanéité dans ton travail de montage. Tu n'es pas aux prises avec un scénario. L'histoire peut évoluer où il y a des éléments qui peuvent popper à un moment Oui, donné c'est ça. Si que tu tu veux peux te rajouter permettre quelque chose, d'ajouter. tu peux dire OK, je rajoute ça. Si tu veux enlever quelque chose, tu peux dire OK, ça, je l'enlève. Tu peux complètement changer le flow de l'histoire euh, sans avoir de grosses conséquences budgétaires, là, justement. Là. Bien sûr. Puis ça donne le temps aussi de penser. Parce que quand tu tournes un film, oui, tu as lu le scénario, mais tu l'as pas vu en image. Tu peux monter ton film à mesure que tu le crées. Moi, c'est ça que je fais, tu sais, c'est que j'ai commencé, je le montais encore là de manière chronologique. Si je le réécoutais, puis je me disais, OK, là, il faudrait que c'est vraiment qu'il y ait un bout plus d'action à ce moment-là pour que les gens restent engagés. Ou, ah non, ça tombe trop plat, là, tu peux le faire, ça aussi. Là, tu montes vraiment ton film de la manière que tu veux, puis tu as le temps d'avoir une réflexion. Si tu veux prendre 2 semaines pour dire, OK, comment je vais amener ça au prochain niveau, comment je poursuis l'histoire pour arriver à ce point-là, tu peux prendre du temps pour y penser. T'es comme pas. T'es comme pas contraint à un horaire fixe ou à un temps de production fixe. Est-ce que puis la musique est, en tout cas, dans Cambria, la musique est super importante. Tu sais, elle porte carrément l'histoire, elle amène de l'émotion à certaines scènes. Alors, c'est important de donner une place importante. Oui. Est-ce que tu veux maintenant, puisqu'on en parle, parler de l'outil que tu as utilisé pour générer la musique? Oui, ben en fait, j'ai utilisé Suno, qui est une plateforme pour créer de la musique par intelligence artificielle. Mais c'est une plateforme qui est vraiment, vraiment, je dirais, intéressante parce que oui, tu peux faire de la musique puis juste dire, OK, je veux tel type de track.
tu pèses sur Generate, puis ça te la génère au complet. Mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Tu peux partir, si tu as un air dans la tête, tu peux seulement chantonner un peu ton air au micro. Puis lui va te créer une mélodie qui a l'air d'une track professionnelle à partir de ton air que tu as chantonné. Ou si tu as déjà fait de la musique par le passé, puis tu veux transformer tes tracks musicales en d'autres types ou d'autres styles musicaux, tu peux faire ça. Donc, c'est un outil qui est vraiment varié. Tu peux aussi extraire chacune des pistes musicales. Mettons, si t'aimes pas la guitare, tu peux remplacer juste la piste de guitare par du violon. En tout cas, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux avec cet outil-là. Donc, moi, je voulais avoir vraiment une vibe un peu musique celtique. J'aime beaucoup la musique celtique épique un peu, là. Donc, je voulais avoir ce côté-là un peu dans Cambria. Je pense que ça a donné comme un genre de ton. Et on retrouve un peu ce côté-là celtique un peu dans toutes les trames, que ce soit épique ou des moments où c'est un peu plus soit dark ou un peu plus doux. Ben, il y a un peu cette touche-là. Fait que je voulais avoir ça tout le long du film. Et justement, d'avoir un outil comme ça, ben, ça m'a permis d'avoir quelque chose qui sonne quand même très bien et pas d'avoir encore là, j'aurais jamais eu les moyens de pouvoir engager un orchestre complet. C'est sûr que ça resterait un rêve, pareil, de faire ça un jour. Puis, encore là, je pense pas que ça enlève le fait que quand tu enregistres un orchestre dans dans un hall ou dans un endroit qui a vraiment une sonorité unique, ça va vraiment donner quelque chose, un cachet à ta musique. Mais justement, pour un créateur qui n'a pas beaucoup de budget et qui veut quand même avoir de la bonne musique dans son film, je pense que les outils d'intelligence artificielle sont assez puissants pour faire ça là, maintenant. Là. La touche celtique est vraiment, ben, on la reconnaît, on la retrouve. Je trouve que tu l'as vraiment très bien créé dans Cambria. Puis oui, puis il y a plein de nuances, hein, parce que la musique, elle évolue avec l'histoire et sa quête là, tout au long de l'histoire. Ouais. Moi, c'est un des éléments qui m'a vraiment fait rentrer dans ton univers, c'est la présence de la musique, Mais justement. moi, c'est un truc, je peux revenir juste sur ce côté-là. Moi, comme j'ai commencé à faire des films avec les jeux vidéo où il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'animation ou de trucs comme ça, tu étais limité avec ce que le jeu te permettait de faire. J'ai souvent fait des montages musicaux et il y en a quand même beaucoup dans Cambria, des montages comme d'action où c'est des enchaînements sur de la musique. Ça donne un dynamisme. Puis, c'est ça, dans le fond, ça permet de faire des bouts d'histoire qui pourraient prendre plus de temps si on les ferait comme en temps réel, mais en faisant ça comme un enchaînement, un montage dynamique avec de la musique, ça te montre un peu, ça te donne l'idée générale de ce que tu veux montrer au public avec un dynamisme. Puis tu travailles, là, puis moi je sais que tu produis de la musique aussi, que c'est un intérêt ou une passion déjà qui est présente, puis ça, on le sent dans le film, là, toute la dimension musicale, elle vient vraiment soutenir l'histoire. C'est une chose, moi, dans les films, la musique, c'est un côté vraiment important. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui, eux, aiment juste l'image, puis ils essaient pas de se fier à la musique. Il y en a qui disent que c'est un peu facile d'utiliser la musique pour essayer de convaincre une émotion ou d'amener quelque chose. Mais c'est vrai, parce qu'il y en a qui disent le jeu d'acteur seul devrait être assez. Mais là, encore là, tu sais, moi, c'est pas des vrais acteurs. Fait que si je veux amener vraiment une émotion à un autre niveau, j'utilise la musique, puis c'est toujours quelque chose qui m'a marqué dans les films, les grandes trames musicales, les bandes sonores originales de grands films, c'est tout le temps ça qui me reste, moi. Fait que c'est toujours ça que j'ai vraiment apprécié aussi. Là. OK. On est encore dans le workflow. Est-ce qu'il y a une autre étape? Parce que là, on est dans le montage. On a parlé de la partie audio, donc qui vient ensuite. Est-ce qu'il y a une autre étape dans ton workflow qui est importante? Ben, là, je sais pas si on a parlé de la création d'images, mais je pense que ça résume quand même pas mal bien. Pierre-Luc, je te propose qu'on aille visiter les coulisses de production, j'aime vraiment ça dire ça, du film Cambria.
Et j'aimerais ça que tu nous parles, on continue dans notre Tech Talk, on va vraiment parler des outils que tu as utilisés pour produire ce film. Oui. Je sais que pour écrire le script, donc c'est toi c'est tes idées, ton intelligence naturelle, combinée avec ChatGPT et Gemini pour préparer le script, préparer ton scénario, l'histoire. Après ça, tu nous as parlé donc de la préparation des images de référence de l'environnement. Alors, qu'est-ce que tu utilises pour générer ces images de référence? J'ai utilisé beaucoup Midjourney pour les environnements, parce qu'il n'est pas très bon pour faire des images, des compilations d'images, mettons, intégrer un personnage dans un environnement ou faire des trucs comme ça, mais pour faire un environnement général que tu vas utiliser par la suite, c'est excellent. Puis pour faire mes scènes globales, dans le fond, les scènes que j'utilisais pour faire la vidéo, j'ai utilisé Google Images avec Nano Banana, qui est très très bon pour prendre plusieurs images indépendantes, les combiner ensemble en une scène. Donc, c'est vraiment les outils que j'ai utilisés le plus. Là. OK. Donc, tu lui donnes plusieurs images de référence qui vont être assemblées par Nano Banana. Je dis, OK, intègre ces personnages-là dans cet environnement-là et lui va me générer l'image ensuite, la scène. OK, excellent. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu utilises pour créer tes personnages. Euh, les personnages, encore là, j'utilise encore beaucoup Google Images, Nano Banana. Ça, c'est vraiment un des outils les plus puissants pour la génération d'images là, présentement. Là. Fait que, il était à la version 1 quand j'ai commencé Cambria. Là, ils sont rendus à la version 2. Je pense qu'ils vont arriver à la version. Il y a une version Pro aussi qui existe maintenant. Oui. Donc, c'est vraiment les outils les plus performants. Là. OK, excellent. Maintenant, il y a toute une partie qui est le lip sync, dans le fond. Donc, il y a une narration qui est produite. Mais Ouais. quand un personnage parle, il faut que, que ça suive le mouvement des lèvres. Comment tu fais ça, puis avec quel outil? Ben, pour générer l'audio, j'ai fait mes voix avec un outil qu'on appelle Eleven Labs. Dans le Mhm. fond, où tu peux créer des voix générées par intelligence artificielle. Et tu peux leur donner quelques guidelines pour dire, OK, je veux tel type d'expression. Est-ce que je veux que ça soit un peu plus triste, un peu plus joyeux, un peu plus hyper énergie. Mais c'est pas encore au niveau d'un acteur, mais c'est quand même pas super. Donc, c'est ça que j'ai Mhm. utilisé pour faire l'audio. Et ensuite, pour faire le lip sync, j'ai utilisé l'outil qui vient avec Kling AI, où tu as ta vidéo et tu peux dire OK, prends cet audio-là, puis fais un lip sync avec le personnage. Et là, tu as ta scène complète après ça, là, avec l'audio qui est lip syncé avec le personnage dans la scène. OK. Ça a l'air simple, la façon dont tu le décris, mais est-ce que c'est beaucoup d'aller-retour puis d'essais et erreurs pour la synchronisation labiale? Non, pas tant que ça. L'outil est quand même très très bon. Dans le fond, tu peux pas faire des clips qui dépassent 10 secondes, par contre, là, pour le lip sync. Donc ça, des fois, ça peut être un peu étrange. Maintenant, je pense qu'ils sont rendus à 15 secondes, mais au moment où j'ai fait Cambria, c'était des clips de 10 secondes Ah maximum. oui. Donc des fois, il fallait faire des coupeurs, il fallait que j'aie un plan de coupe, mettons, où on la voit de dos. Puis là, pendant 2 secondes, puis on revient si le dialogue était plus long ou des trucs comme ça. Mais l'outil de Kling pour faire le lip sync est excellent. OK. C'est très très simple à utiliser. OK. OK. Excellent. Parle-moi de l'environnement sonore, donc des effets spéciaux, des special effects. Qu'est-ce que Ouais. tu as utilisé pour créer ça? Mais là, c'est là où on s'éloigne un petit peu à quelques reprises de l'intelligence artificielle. J'ai utilisé des banques de sons, ce qu'on appelle sans droit d'auteur, là, copyright free. Il y en a beaucoup, là, il y a vraiment, vraiment des tonnes de sons, comme des sons de forêt. Tu sais, des fois, tu vas avoir juste une ambiance de forêt ou une ambiance de Mhm. ville. Trouver ces sons-là, mais c'est quand même super facile
avec le web, de pouvoir trouver des sons qui n'ont pas de droit d'auteur que tu peux mettre dans tes films, juste pour donner une ambiance. Parce que souvent aussi, j'ai vu beaucoup de personnes qui font des films avec l'intelligence artificielle qui oublient ce côté-là, justement, d'ambiance sonore, qui est aussi presque un personnage en soi, parce que si... Ouais. Oh, un petit bruit de téléphone. Mais parce que si t'as pas de son, ok, t'as le visuel, mais t'as comme pas... t'es pas stimulé de façon auditive, fait qu'il manque comme quelque chose. Fait que ça, c'est quelque chose qui est bien, bien important d'avoir tous les sons. Des fois, juste un peu de vent, si y a du tonnerre, si c'est dans un ouragan ou quoi que ce soit, d'avoir le son d'un orage. Fait que ça, Ouais, les ça sons... enrichit l'expérience cinématographique. On ne penserait pas aller voir un film sans avoir les environnements sonores, les effets spéciaux, Mais non. la texture. C'est un élément essentiel là, pour un film qui va vraiment parler à son public. Hein. Oui, c'est ça qui donne aussi un peu Ouais. plus de réalisme aussi là, à ce que tu présentes. Là. Mais c'est ça, pour ça, je me suis un peu éloigné des outils d'intelligence artificielle. Il y a certains outils qui le font, où tu es capable de produire des sound effects, des effets sonores avec l'intelligence artificielle, mais c'est pas encore aussi parfait que ce qu'on peut retrouver dans des banques de sons gratuites. Euh, pour générer des séquences vidéo, quels outils tu as utilisés? J'en ai utilisé deux, majoritairement pour Cambria. J'ai utilisé Google VO3, qui Ouais. était. Puis j'ai aussi, d'ailleurs, c'est un des trucs avec Google, on voit le petit le watermark dans le coin là, quand c'est des scènes avec VO3 que j'ai Ah oui, utilisé. Là. oui. Oui. Parce que. Puis sinon, j'ai utilisé Kling. Kling que j'utilise depuis vraiment longtemps. Mais encore là, c'est bon de voir quel outil fait quoi. Parce que, encore là, certains outils sont bons pour certaines choses. Encore là, présentement, Google est arrivé avec un nouveau modèle qui s'appelle Google Omni. Les gens pensaient que c'était pour être VO4, mais finalement, c'est Google Omni, qui est un peu comme Nano Banana, mais pour de la vidéo. Donc, tu peux y envoyer plusieurs images, même de l'audio. Maintenant, ça va faire le lip sync directement. Tu peux mettre un fichier audio, un environnement, un personnage en image. Puis là, tu lui dis, fais-moi une vidéo avec ça. Puis Google Omni va te sortir une vidéo, mais c'était pas disponible encore au moment où j'ai fait Cambria. Sinon, pour les scènes d'action, c'était Google VO3 qui était un peu meilleur pour faire des scènes qui avaient l'air un peu plus dynamiques, disons, qu'avec Kling. Par contre, leur modèle avait une tendance à mettre un peu de ce qu'on appelle du slow motion dans à peu près tous les mouvements qui est un peu plus dynamique. Donc, il a fallu des fois que j'accélère un peu les scènes dans le montage pour que ça ait l'air. Ah oui. Ouais, ouais. Plus réaliste ou donner plus de dynamisme. Mais pour l'instant, par contre, au moment où on se parle, l'outil le plus performant, si vous décidez de faire un film par intelligence artificielle pour les scènes d'action, c'est vraiment Seedance, Seedance 2. Cet outil-là est incroyable pour les scènes d'action, mais il coûte vraiment plus cher que les autres en termes de crédit et de coût par seconde. Donc, c'est bon de l'utiliser de savoir aussi pourquoi on va utiliser chaque modèle. Si tu as un certain budget, tu dis OK, je réserve mes scènes d'action pour Seedance, puis les autres scènes, je peux les faire avec Kling ou avec Google Omni ou avec un autre modèle qui est quand même performant. Comme pour du dialogue, pas mal tous les modèles de générateurs vidéo par intelligence artificielle sont quand même bons juste pour faire du dialogue. Là. Donc, des fois, c'est de savoir Et qu'est-ce qui est bon pour faire quoi. c'est tellement aidant de pouvoir parler avec quelqu'un qui a beaucoup expérimenté les outils parce que, tu sais, tout refaire cette démarche-là puis arriver à ces constats-là par soi-même, ben, ça demande vraiment beaucoup de travail. Fait que c'est vraiment aidant là, d'avoir ton input là, avec l'idée de faire une première production. Là, c'est très, très aidant. Euh, Moi, je veux savoir si tu as une scène préférée. En fait, je vais te demander deux choses. Mettons la scène qui a été la plus complexe à produire à l'intérieur du film,
Puis aussi ta scène préférée, là, je sais pas si c'est un coup de cœur ou une scène que tu revois des fois où tu dis ah c'est tellement touchant cette partie-là où j'ai vraiment aimé les, les- les mouvements ou les combats parce qu'il y a beaucoup de combats dans Cambria. Mais en fait, les scènes les plus complexes, je vais commencer avec les scènes complexes, là. Ouais, ouais. Les scènes d'action, justement, parce qu'au moment où j'ai fait ça, c'était quand même assez ardu de faire ça. Maintenant, ça le serait beaucoup moins, mais au moment où je l'ai fait, ça l'était plus un peu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça donnerait un bien meilleur résultat, là. Les scènes ont l'air. Ça a l'air presque des fois un peu style jeu vidéo Mortal Kombat, là. Les deux personnages sont en plan de profil, puis. Fait Les interactions sont pas super naturelles. On a l'impression que ces deux personnages, des fois, dans la même scène, dans le même décor, mais que les interactions sont pas finement ajustées, là. c'est ça, exactement. Fait Mhm. que pour ça, je me suis cassé quand même pas mal la tête. Et l'autre scène qui a été vraiment compliquée, c'est tout le bout avec justement Elias, qui est l'autre personnage. D'avoir deux personnages ensemble en même temps à l'écran, ça a été un casse-tête. Un vrai casse-tête parce que comme les outils étaient pas encore aussi performants qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de résultats assez mitigés. Pour cette section-là, on a parlé un peu du pourcentage de ce qu'on gardait puis de ce qu'on enlevait là, un peu au début du podcast. Je dirais que pour cette séquence-là, j'ai presque enlevé 85%. J'ai gardé un 15% de ce que j'ai généré. Là. OK. Ouais. Ouais. Fait que, Ben, on va les présenter, ces images-là, pendant qu'on va discuter, right? ouais, parfait. Pierre-Luc, j'aimerais ça que tu me dises s'il y a une scène que tu apprécies, ta scène préférée dans Cambria. Il y en a quelques-unes que je trouve vraiment bien faites. Là. J'aime bien la scène où elle rencontre le serpent géant. Il y a un Mhm. gros serpent géant que ce bout-là, je l'aime quand même bien. Le montage d'action aussi, ben là, c'est plus dans je dirais, début de la deuxième moitié du film, où il y a un enchaînement où à court, il y a des ponts qui se détruisent. On la voit courir comme des boules de magie qui sont lancées sur elle, puis elle les esquive. Ce bout-là, je l'apprécie quand même vraiment beaucoup. Là. Je trouve que c'est un bon montage. Sinon, j'aime bien la fin, comment j'ai réussi à finir le film. Euh, la finale avec la musique, plus le générique, je trouvais que ça s'enchaînait vraiment bien. J'ai pris comme deux fois la même musique, une fois en version instrumentale pour amener comme les séquences de la fin, puis à la fin, il y a comme la musique avec les paroles. Fait que j'ai trouvé ce bout-là que ça s'enchaînait quand même très bien. C'est mes parties préférées du film. Ouais. La fin est quand même feel good aussi. Là, tu sais, il y a un Ouais, message positif dans le film. C'est malgré les moments troubles que vit Cambria. Là. Et moi, je me permets là, de souligner une scène que j'aime beaucoup. C'est quand on voit, quand Cambria va rencontrer l'arbre magique. On oui, est oui, autour ouais. de 18 minutes environ. Puis il montre la voie. Elle s'en va dans le monde des morts. Il y a comme un message très positif. Puis tu sais, c'est un peu comme rencontrer Yoda, un peu, j'ai l'impression. C'est comme ça que je me représentais. C'est un peu l'idée que j'avais Ben, aussi, là, c'est un vrai, genre de ouais. vieux sage ou ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, Mais on le sent vraiment bien. Puis c'est un vieil arbre, tu sais, qui a sa place, ses racines dans la forêt. Puis, ouais, tu sais, son visage, là, je le trouve vraiment très bien fait. Il y a vraiment plein de détails. Puis la voix aussi, qui est vraiment, tu sais, qui est vraiment, qui va avec le personnage ouais, de ouais. grand sage. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Puis après ça, c'est juste bon, c'est un arbre qui est rencontré sur la route, mais qui lui permet d'aller plus loin dans l'histoire. Fait qu'il fait vraiment, il arrive à un bon moment où elle s'en va vers le monde des morts. Alors, là, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Ouais, ben, ouais, c'est quand même un bon moment là aussi avec tout le bout du marais avant de le rencontrer. Ouais. Ouais, c'est quand même, moi ça c'est vrai que c'est quand même une pas pire séquence qui est dans le film. Mais ça aussi, je pourrais dire que c'est un de mes coups de cœur dans ce coin-là. Puis il y a beaucoup aussi de mouvements de caméra où on voit, tu sais,
à part de l'arbre, puis après ça s'en va, ça passe par les montagnes, puis là on revient sur elle, où ça monte dans les nuages, où il y a la maison des dieux en tant que tel. Là. Fait que, ouais, ce bout-là, je l'aime quand même beaucoup aussi. Là. Hey, j'aimerais ça qu'on parle du prix, du coût de la production avec des Oui, outils d'IA. oui. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Ben, avant de parler de chiffres, on va y venir. J'ai pas peur de dire les montants. Là. C'est pas des centaines de milliers de dollars non plus. Là. Mais il y a des gens qui vont trouver ça extrêmement cher, justement, pour une production, quelqu'un chez eux qui fait quelque chose. Mais c'est vraiment pas cher. On pourrait dire pour Cambria, ça m'a coûté peut-être un 4 500 US, mettons. Là. Fait qu'on pourrait parler de 6 000, mettons, canadiens. Fait que pour quelqu'un de normal qui est pas là-dedans ou qui a pas envie de créer, il va dire ah, c'est vraiment beaucoup d'argent à mettre dans un projet. Mais pour un film, c'est à peu près rien. Là. Pour 6 000 $ faire un film aujourd'hui, tu fais rien. Moi, j'ai fait du 3D aussi un temps après avoir fait mes films avec les jeux vidéo. Je me suis lancé un peu dans la création par animation 3D, qui est un peu mon background. J'avais fait un cours de ça au début des années 2000, mais je me suis réinvesti là-dedans quand il y a eu la pandémie. J'ai décidé de faire des tutoriels avec Blender et j'ai fait un film de 5 minutes qui s'appelle Elora, qui est un personnage qui s'en va dans l'espace et tout ça. Et ce film-là de 5 minutes en 3D, parce que j'ai dû utiliser ce qu'on appelle des fermes de rendu, ce que beaucoup de studios de cinéma font pour des grosses scènes Ouais. en 3D, ben, ça m'a coûté à peu près le même prix pour un film de 5 minutes. Donc, je me suis dit que 54 minutes, 6 000 $ canadiens, c'est pas tant que ça. C'est vraiment très peu même. Mais qu'est-ce que ça comprend? C'est tous tes abonnements pendant la période de production? Tous les abonnements, plus aussi des fois avec ton abonnement, il y a juste un certain nombre de crédits qui vient. Donc, quand tu as passé à travers tes crédits, tu peux racheter des crédits. Puis eux ont comme pas le choix non plus parce que à chaque fois que tu génères quelque chose par intelligence artificielle, on le sait, ça demande beaucoup de courant, d'électricité. Donc, eux ont des billes d'électricité incroyables, des factures d'électricité incroyables. Donc, à chaque fois que quelqu'un utilise leur service pour générer une vidéo de 10-15 secondes, ben, ça lui coûte un coût en électricité. Donc, c'est ça, ça qu'ils nous font payer. Plus aussi leur processeur vidéo, la mémoire RAM. Souvent, quand tu as des fermes de rendu comme ça, même au niveau de l'intelligence artificielle, il faut souvent que tu changes des pièces parce qu'il y en a qui brûlent assez rapidement, là, des cartes vidéo ou des trucs comme ça. Fait que c'est toujours de changer le matériel. Fait que c'est ces coûts-là. Donc, oui, c'est ça. À un moment donné, ça peut venir quand même cher. Surtout si tu te lances dans un projet sans voir l'idée, c'est de l'argent pitché par les fenêtres. Là. Tu lances ton argent par les fenêtres parce que tu vas arriver à un résultat puis ça sera pas ce que tu veux. C'est pour ça qu'il faut que tu sois vraiment fixé sur ton idée puis avoir une idée générale assez bonne avant de te partir un projet comme ça. Là. Est-ce que tu crois que c'est possible de faire des productions intéressantes avec les versions gratuites des outils actuellement? Oui, mais les versions gratuites te donnent très très peu de crédit par mois. Là. Tu vas peut-être pouvoir générer environ 2 minutes de contenu par mois, puis si tu jettes 50% de ce contenu-là, tu restes avec 1 minute. Fait que si tu fais des petits clips peut-être pour faire un short ou des shorts sur les médias sociaux, ça peut le faire. Mais si tu veux te lancer dans un projet avec les outils gratuits, ou peut-être, maintenant il y a beaucoup de versions que tu peux télécharger. Si tu as un bon PC, une bonne carte vidéo, tu peux télécharger des versions de certains modèles open source sur le web. Justement, il y en a plein, là, par la tête, là, je peux pas, dans ma tête, j'en ai pas là, pour l'instant qui viennent en tête, mais il y a peut-être une dizaine de modèles qui sont gratuits que tu peux importer. C'est juste que là, le temps de rendu est très long. Pour une scène de 10 secondes, tu vas peut-être attendre 1 heure pour la générer chez vous. T'sais. Même avec un bon PC, là, moi j'ai quand même une bonne machine de guerre chez nous, puis j'ai essayé ces outils-là il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi.
justement parce que je me disais, OK, je vais être capable de générer certaines scènes avec ces outils-là au lieu de payer. Puis je me rendais compte que c'était très très long, là. Oui, alors il faut faire autre chose en même temps que qu'on génère les images, c'est sûr et certain. Pierre-Luc, on arrive à la fin de l'épisode. Dans le prochain épisode, on va parler d'une production. En fait, il y a déjà deux épisodes qui sont disponibles. C'est Quantum Souls. Alors, on peut les voir sur la scène de Edgy Eyes. Alors, c'est des films qui ont été faits avec d'autres outils où justement il y a beaucoup d'interactions, il y a des scènes de combat, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'actions. Je pèse mes mots. Donc, c'est un autre genre de production. On va en parler parce qu'il y a des façons de travailler qui sont spécifiques à ce film-là. Puis, tu as parlé, on va revenir aussi, on va parler d'outils aussi dans les prochains épisodes. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir écoutés. On revient dans un prochain épisode où on va parler de Quantum Souls, qui est donc deux autres films. Donc, c'est une série, 2 épisodes qui sont produits et qui sont disponibles sur la chaîne de Edgy Eye Productions. On va entrer un peu plus en détail dans ces productions-là où il y a vraiment beaucoup d'action, des interactions entre les personnages, les scènes de combat. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir donc les dernières nouvelles de Edgy Eye Productions et pour recevoir aussi les derniers épisodes de ce balado. Alors, je vous remercie et à tout bientôt.